Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je vous accueille à côté de Madrid, à 1 heure à peu près de voiture de Madrid, dans un atelier dans lequel je vous avais promis de vous emmener pour découvrir les coulisses de la fabrication de l'un de nos modèles de la collaboration avec 7e largeur. Il s'agit du mocassin Glen. Et vous vous souvenez, vous avez été à peu près, je crois qu'on en a vendu à peu près 500 paires, 480 et quelques paires. Donc c'est un modèle qui a eu beaucoup de succès. Et vous vous souvenez, on vous avait expliqué avec Mathieu que sur ce modèle, la particularité, c'était que le plateau, donc la partie du dessus de ce modèle, était donc cousue à la main. Et donc c'est une peau unique qui est pincée et cousue main, et ce qui ajoute vraiment, selon Mathieu et selon moi, vraiment un supplément d'âme. Ce n'est pas la même chose. Un mocassin normal, ça serait fait avec 2 peaux qui sont cousues l'une avec l'autre, alors que là, c'est une seule peau qui est pincée et cousue à la main. Et j'ai en face de moi l'artisan qui fait cette chose-là. C'est son métier. Alors moi, vous savez, c'est toujours un peu spécial pour moi d'être face à un artisan comme ça qui vraiment travaille à la main pour de vrai, puisque mon grand-père faisait les mêmes gestes. Quand j'étais gamin, je me souviens fort bien d'ailleurs, j'ai même des souvenirs plutôt olfactifs même, de mon grand-père qui travaillait le cuir et qui avait ces fameuses choses dans les phalanges, ces fameux bouts de cuir pour se protéger les doigts. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va vous montrer comment on fait cette partie-là. Et donc on démarre, regardez, on démarre avec ça. Voilà, hein, c'est ça la levée de peau. Et c'est avec cette chose-là que Victor va faire son art. Alors on va passer sur Victor. Voilà Victor, le travail est fait pour toi et tu peux y aller. Donc ce qu'il va faire au début, c'est qu'il va fixer la peau sur une forme. Voilà, exactement, avec des petits clous. C'est relativement simple. Donc je ne vais pas tout commenter au fur et à mesure, hein. On montrera au mixage, mais voilà. Très bien. Alors moi déjà, je me serais mis 3 coups de marteau sur les doigts, comme beaucoup de gens d'ailleurs, parce que vous savez, c'est vraiment un job très particulier. Allez, focus sur lui. Donc là, il met ces fameuses... Alors tous les bottiers ont ces choses-là. Ce sont des protèges phalanges. C'est vraiment fait pour... Parce que c'est vraiment un métier de sang, de sueur et de larmes. C'est vraiment pas facile. Et donc moi je me souviens, mon grand-père avait ça. Et c'est pour protéger simplement les phalanges, puisqu'il va travailler donc avec du fil qu'il va couper et qu'il va commencer à coudre. Donc là, le principe, c'est qu'il va pincer le cuir pour arriver donc à lui donner ce petit rembourrage qui fait toute la personnalité du soulier, véritablement. Bon, ça ne s'invente pas, il s'appelle Victor, moi je m'appelle Hugo. Il y a des trucs qui ne s'inventent pas comme ça dans la vie. Donc là, il prend ce qu'on appelle une alène et il va percer. Voilà, vous voyez, donc il perce de part et d'autre. Voilà. Et avec une aiguille, voilà. 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 Donc vous voyez, là on est vraiment au cœur du réacteur de ce que c'est les gestes traditionnels ancestraux du soulier à la main. Là c'est donc, on fait la couture du plateau. Vous allez voir que petit à petit, hein, quand il va percer de part et d'autre de la ligne qui a été dessinée sur la levée de peau, eh bien petit à petit ça va créer cette petite boursouflure, ce petit renflement, je ne sais pas comment on dit, cette petite, c'est ce qui va en fait simuler le plateau. Et moi personnellement, vous avez tous vu des mocassins à plateau, hein, puisque c'est un grand standard, c'est un penny loafer. Mais là, le fait que ça soit fait à la main, alors évidemment, hein, c'est un peu ésotérique tout ça, parce que effectivement, beaucoup d'entre nous pourraient dire, bon, ouais, franchement, il n'y a pas une grande différence entre coudre 2 pièces de cuir ensemble et le faire sur une seule. Ben, moi, je trouve que si. Parce que ça donne quelque chose, c'est presque plus noble. Voilà. Et voir Victor le faire en face de nous, c'est un grand privilège. Hein. D'ailleurs, vous savez, ça fait partie des quelques ateliers un peu secrets. Beaucoup de gens qui découvrent ce type d'atelier, on est à 1 heure et quart, un petit peu plus de Madrid. On est dans un lieu, on peut dire ça, qui ne paye pas de mine.
Et d'ailleurs, il y a une ventilation qui vient de se mettre en route qui me gêne un tout petit peu, mais ce n'est pas très grave, hein, on est dans le jus là, directement. Voilà. Et donc, vous voyez, petit à petit, ça forme la boursouflure. Est-ce que tu peux demander à Victor, sans Mathieu, sans qu'il s'arrête, est-ce que tu peux lui demander à peu près combien de temps ça prend pour faire un plateau complet comme ça à la main, à peu près? Víctor, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer un... 10 12 minutos. 12 minutes, entre 10 et 15 minutes. 10 à 15 minutes. Donc vous voyez, le travail, c'est 10 à 15 minutes par pied. Hein? Donc ça veut dire que c'est quand même un travail absolument considérable. Demande-lui, dis-lui de continuer de travailler, mais de te parler en continuant de travailler. Ça fait, en combien de temps il a été capable de se former pour faire un truc, ce type de geste-là qui est très technique hein, quand même. Puedes continuar a trabajar cuando estoy hablando, pero ¿cuánto tiempo necesitas para aprender esta costura de mano, el bordón, para metrizar? Para aprender, pues 2 meses, 3. Sí. Luego ya, pues para que vaya un poquito más deprisa, pues es 1 año. Sí, sí. Apprendre, c'est 2 mois, mais maîtriser réellement, c'est au moins 1 an. Au moins 1 an, voilà. Et maintenant, il est très à l'aise avec ce genre de gestes. Hein. Ouais. Donc là, je suis en train vraiment d'assister à... Voilà. Vous savez, chers amis qui nous regardez, c'est quand même pas courant d'avoir vraiment face à nous ce genre de geste. Alors ça a l'air simple comme ça, c'est quand même... c'est beaucoup de travail et surtout c'est... Alors on a l'impression que c'est peut-être les vestiges d'un monde disparu. On a l'impression quand on regarde ça, on se dit mais c'est pas possible, il y a encore des gens qui font ça. Et comment c'est possible le mec et alors lui il fait d'autres choses, hein, il monte des mocassins entiers, c'est un bottier, mais quand même c'est des gestes qui ont l'air extrêmement simples, mais un peu presque archaïques. Eh bien oui, c'est ça, le soulier, le vrai soulier traditionnel, ce qu'on défend, ce qu'on aime depuis tellement d'années avec mon équipe, c'est effectivement quand vous regardez l'intérieur d'un soulier monté en Goodyear ou un cousu trait-pointe, c'est extrêmement archaïque. C'est un truc, c'est bizarre même à l'intérieur que ça existe encore. Et pourtant, c'est des métiers qu'on défend parce que d'abord, on les aime, et puis ensuite, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, quand on voit la somme de savoir-faire du geste, mais aussi d'efforts physiques, parce que là, en l'occurrence, bon, la vérité, c'est qu'on aime ça. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des coutures, comme celle-ci et comme d'autres, pour lesquelles, jusqu'à présent, la machine ne sait pas le faire aussi bien. Je ne dis pas que ça va durer. Je pense que malheureusement, il y a de plus en plus de machines qui vont être capables de le faire, qui essayent d'imiter la main de l'homme. C'est tout le principe de la mécanisation d'ailleurs. Mais il y a encore 2-3 choses qui font que il y a encore 2-3 gestes, 2-3 finitions qui sont plus difficiles à faire à la machine, qui apportent une vraie plus-value, surtout esthétique en l'occurrence, avec ce que fait Victor en face de moi. Donc on est très content de vous avoir montré ça. C'est vraiment quelque chose comme ça se faisait il y a très 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 longtemps. Et voilà, donc là nous avons devant nous, chers amis, un Glenn. Je vous rappelle que Glenn, c'est un hommage au papa de Sonia, qui nous a quittés en 2020, en mars 2020. Et on voulait, c'est un peu notre lubie dans la famille, on aime bien toujours rendre hommage à nos anciens. Et donc, voilà, on parle souvent de mon père qui nous a quittés également, de mon grand-père Maxime qui était bottier, et le Glenn, donc c'était pour rendre hommage au papa de Sonia. Et donc, vous voyez, là, Victor, il y est quasiment, hein, donc c'est quand même un travail, c'est 10-15 minutes par pied. Donc ça veut dire, vous voyez, si vous avez fait l'acquisition d'une paire de Glenn, ça veut dire que Victor, qui est en face de moi, aura travaillé grosso modo 30 minutes sur votre paire. Ce qui est considérable. Hein. Dans un monde ultra mécanisé, c'est considérable d'avoir un artisan qui travaille 30 minutes sur, allez, entre 20 et 30 minutes. Peut-être que le matin, il est plus rapide, là, il doit avoir faim. Parce que vous savez, les Espagnols, aux alentours de 14 heures, il va falloir aller vite aller manger. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui a faim. Il y a aussi mon caméraman qui a faim. Il y a aussi ma femme qui a faim. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat final. Voilà, regardez-moi ça. Et il y a encore la laine dedans. Voilà. Hop. Magnifique. Voilà. Focus sur lui. Voilà. Et là, il va couper. Tac. Et là,
Voilà, donc Victor ne s'occupe que de cette partie-là spécifiquement, et ensuite cette partie va être, voilà, que je vous montre. Donc l'accouturement est faite, ok. Cette partie-là va être envoyée ensuite dans une autre manufacture qui va monter le soulier, donc c'est un autre travail. Donc là vous voyez, juste sur un soulier tout simple comme un mocassin, donc celui-ci qui est très beau hein, au demeurant, l'accouturement est fait dans un atelier. Puis la peau est envoyée dans une autre manufacture un petit peu plus importante, parce qu'ici, ils sont combien à travailler? Allez, je peux vous le dire, 4 personnes qui travaillent et qui font ce genre de choses à la main. Et ensuite, donc, cette chose-là va être envoyée à la manufacture qu'on va aller visiter demain, et pour aboutir, après de nombreuses choses, de nombreuses opérations, à ce très très beau soulier. Voilà, donc je voulais juste rendre hommage à ces gens qui font un travail remarquable. Alors je vais essayer, je vais lui serrer la main, mais je vais mettre un de ces trucs. Voilà, regardez. Moi, ça me botte. Voilà, ça c'est vraiment ces outils de travail. Je pense que ça se fait, et ils sont exactement à sa phalange, et je vais lui serrer la main. Attention, 3, 2, 1, bravo. Bravo. Bravo Victor, impeccable. Eh bien, nous voilà maintenant à Almansa. Nous avons fait 3h30 de route. Après, nous étions à 1h15 de Madrid avec mon ami et camarade Mathieu Price, puisque nous vous parlons toujours donc de cette fameuse opération, vos premiers souliers de qualité. Et nous vous avions promis de vous montrer le cœur du réacteur, c'est-à-dire l'endroit où ces souliers sont fabriqués. Donc, le petit atelier où vous avez vu le pinçage du plateau de vos Glen, hein, qui sont les mocassins magnifiques que vous avez pour beaucoup d'entre vous commandés. Je pense qu'on a fait presque 500 paires. Et aujourd'hui, on va vous montrer d'autres étapes, puisque nous sommes à Almansa. Almansa, c'est un peu... Alors, on appelle ça, pour les gens qui connaissent bien le soulier, le Northampton du Sud. Northampton, c'est au Royaume-Uni, en Angleterre, donc c'est la ville où il y a toutes les grandes manufactures de souliers. Eh bien, il y a la même chose en Espagne, au sud-est de l'Espagne, à côté de Albacete et de Valence, et c'est la ville d'Almansa. Et nous sommes dans une des manufactures les plus célèbres de cette ville, dans laquelle travaille Mathieu Price de 7e Largeur depuis très longtemps. C'est une maison avec laquelle tu as des habitudes de travail très anciennes. Ça fait maintenant 15 ans qu'on fabrique avec eux à Almansa. Ouais. Et on est vraiment effectivement... là, je suis très très fier de t'amener, de vous accompagner dans cette usine, dans ce cœur du réacteur. Le mot est parfaitement choisi. Ouais. Parce que c'est là où ça se passe, c'est là où les chaussures vont naître. Ouais. Et on a énormément de choses à montrer, à raconter. Vous allez vraiment, je pense, beaucoup apprécier. Ouais. Formidable. Et alors, nous sommes devant une machine. Alors regardez, cette machine-là, je ne sais pas son âge. Je pense que pour une fois, la machine est plus vieille que moi, mais ce n'est pas sûr. Là, on est entouré de machines. Vous savez, une manufacture comme ça, créée en 1913, il y a des machines qui ont 80 ans, presque. Il y a des machines sans doute centenaires. Oui. Hein, vous savez, parce que les gens ont cette idée un peu en disant « Ah ouais, il y a une manufacture, c'est un autre mot pour une usine ». Non. Ici, on est vraiment dans un endroit où la main de l'homme va guider des souliers sur des machines qui sont parfois extrêmement imposantes. Et celle-ci, quand j'ai vu cette machine, personnellement, je me suis dit, il faut qu'on tourne ici. J'ai l'impression que c'est presque une sculpture. Raconte-nous ce que fait cette machine, ou ce que l'ouvrier va faire avec cette machine exactement. Tu sais exactement à quelle étape ça correspond? Là, c'est juste avant, on vient de poser en fait compte le mur sur la première. Ouais. Et là, ça va aider en fait à accompagner le mur et la mise en forme qu'on a fait juste derrière. On le montrera en image. Ouais. Et c'est juste avant de coudre la couture Goodyear en fait, celle qu'on ne voit pas. Voilà, donc en fait, on va dire c'est agrafé en fait. C'est une agrafeuse provisoire. C'est ça. Avant de faire la couture Goodyear sur la tréponne. Alors, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas complètement immergés dans notre vocabulaire, évidemment, il a dit la première, il a dit le mur, tout ça. Bon,
On ira plus dans le détail, mais de ceci étant, on a fait beaucoup d'émissions aussi sur le sujet. Mais là, donc, c'était pour vous dire que j'ai choisi cette chose-là parce que moi, je trouve qu'il y a une esthétique dans les machines industrielles, on va dire révolution technologique, et je trouve qu'il y a encore des très très belles choses à voir. Et moi, bon, évidemment, c'est mon univers, c'était l'univers de mon grand-père, et je suis toujours je suis joyeux quand je suis entouré de machines comme ça. Et derrière nous, regardez, voici nos bébés. Nos bébés sont là, avec nous. Allez, je vais les montrer à cette caméra-là. Donc vous avez le Glen, ce fameux mocassin. On vous a montré la couture faite à la main. Là, celui-ci s'appelle l'Alexandre. Oui, Alexandre. C'est bien. Alors celui-ci, c'est pas lié directement à ma famille, mais là, on a le Maxime, qui est le nom de mon grand-père. Voilà. Et donc tous ces souliers sont faits ici, dans cette manufacture. Alors, raconte-nous un tout petit peu, cher Mathieu, quelle est ton expérience? Parce que beaucoup de gens ont cette incompréhension de se dire, attends, ce truc-là, c'est fait à la main ou c'est pas fait à la main? Et alors, dès qu'on commence à parler de fait à la main, il y a beaucoup de gens qui s'énervent en disant, mais attendez, c'est une usine, c'est une manufacture. Raconte-nous un tout petit peu comment tu décrirais le travail de tous ces gens ici. Il y a à peu près une centaine de personnes qui travaillent dans cette usine. Ouais. Comment tu décrirais, dans des mots relativement simples, on va vous montrer beaucoup d'images. À aucun moment, on peut faire cette chaussure sans l'aide de quelqu'un, d'un professionnel ou d'un ouvrier. Oui. Donc rien n'est automatisé en fin de compte. Donc finalement, effectivement, la force, on va dire, est donnée par la machine, mais elle est toujours accompagnée par le savoir-faire de l'ouvrier. D'accord. Donc ça, c'est pour on va dire, les étapes nécessaires machine. Après, il y a des étapes qui sont vraiment faites main aussi. Enfin, elles sont toutes faites main. Voilà, c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire que on va les colorer à la main. Effectivement, la couture sur le plateau, on l'a vu. Chez notre ami Miguel, elle est faite vraiment à la force des bras. Vraiment avec l'huile de coude. L'huile de coude, c'est ça. Mais le reste, effectivement, des coutures ou des mises en forme, alors parfois c'est rectifié aussi à la force des bras. Mais pour moi, en fait, oui, je déterminerai que tout est fait à la main, c'est une manufacture, puisque rien n'est automatisé. À aucun moment, on peut prendre la chaussure, la mettre dans un rail et elle va être faite par des machines. Exactement. Donc au final, voilà, si c'est un débat, pour moi, c'est fait main, en effet. Alors moi, je rajouterais quelque chose à ce débat, c'est qu'en fait, les machines de cette époque-là, qui sont d'ailleurs encore celles qu'on utilise pour faire des souliers de qualité, ont été faites pour essayer justement d'imiter la main de l'homme, mais d'amener de la vitesse, de la précision et de la force, tout simplement. Mais effectivement, et notamment dans toutes les phases de finissage, de finition, on dit finition parce qu'on dit finissage en textile, mais en chaussure on doit dire finition, vous verrez, et on va vous montrer beaucoup d'images, la main de l'homme est toujours fondamentale, c'est-à-dire que c'est là que c'est fait la différence. Alors maintenant, on a filmé plusieurs étapes, on les a filmées ce matin, je vais demander de faire un exercice un peu particulier, est-ce que tu te souviens à peu près de quelles étapes et décris-les? Alors par exemple, on a la fameuse couture Goodyear qu'on va vous montrer maintenant, donc raconte-nous ce que c'est. Bon, Goodyear, je crois que les gens qui regardent cette chaîne savent à peu près ce dont il s'agit, mais redis-nous en quelques mots ce que c'est une couture Goodyear. Couture Goodyear, c'est une couture qu'on ne voit pas. D'ailleurs, dans le cousu Goodyear, dans le montage Goodyear, il y a deux coutures. Il y a la Goodyear, on appelle couture Goodyear, et il y a la couture petit point, celle qu'on voit qui est autour du plateau. On en parlera après. Exactement. Là, on parle de la couture Goodyear. La couture Goodyear, en fait, elle va coudre le mur à la trépointe et à la tige. En fait, ça va se donner comme ça. Et ça va permettre, en fin de compte, une fois qu'on va mettre la semelle, on va d'abord la coller, après avoir mis le liège et compagnie, et ça on va le montrer aussi, à coudre ensuite l'autre couture petit point. Pour mettre la semelle. Pour mettre la semelle et pour pouvoir surtout ressemeler, désemeler. Exactement. Exactement. Alors il y a encore un gros débat, les gens disent oui, mais les gens nous disent c'est plus facile à ressemeler un Goodyear qu'un Blake. Il y a aussi Blake et Blake, il y a des Blake de très bonne qualité aujourd'hui. Donc tout ça, on ne va pas entrer dans un débat d'experts, mais aussi, toi, tu ne fais que du Goodyear. Ensuite, il y a une étape qui est assez fascinante pour tout le monde, c'est quand on met du liège dans la chaussure. Alors moi, le liège, c'est une matière un peu particulière, c'est une matière dont on se sert pour les bouchons, notamment. On sait que le Portugal est un pays très très important pour le liège, la production du liège, notamment pour les bouchons. Et alors, explique-nous pourquoi on met du liège dans des souliers montés en Goodyear. Alors déjà, effectivement, c'est très bien de mettre du liège parce que ça va amortir, en fin de compte, ça va faire l'empreinte de ses pieds. Donc ça va, une fois qu'on aura mis le poids, parce qu'une chaussure neuve, elle est très neutre, mais une chaussure qui est portée, elle se fait à votre pied. Elle se fait sur la tige et elle se fait aussi sur la semelle. Et grâce au liège, on va avoir son empreinte dans le pied. Le liège, il est un peu meuble, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il va bouger, il va prendre la forme de votre pied. Exactement. Petit à petit. Petit à petit. Donc ça va aussi amortir, ça va isoler. Ça peut absorber aussi un peu l'humidité. Donc c'est pour l'instant ce qu'on a trouvé de mieux, en fait, et de plus naturel en l'occurrence, pour remplir en fin de compte
cette partie qui est entre la première, le mur, et la semelle qu'on a. Et alors, il y a cette petite chose en métal là, qui est juste au-dessus du liège. Donc, cette petite chose s'appelle le cambrion. Alors, beaucoup de gens se posaient la question. Alors, je me souviens même d'une marque américaine qui avait dit « Nous, on ne fait pas des cambrions en métal pour pas que les chaussures sonnent dans les portiques d'aéroport. » Bon, on ne va pas citer cette marque qui faisait des cambrions en plastique. Ils sont revenus, comme tout le monde, aux cambrions en métal ou en bois pour certains, parce que ce n'était pas très une réussite. Donc, le cambrion, c'est cette petite... On va vous le montrer là. Donc, ça sert à quoi, un cambrion? Le cambrion, effectivement, on le met juste avant le liège. Le liège va le recouvrir en partie. Après, ça dépend de la construction de la chaussure. Ça dépend à quel point on veut le mettre en relief. Ça dépend de plein de choses. Mais le cambrion, pour moi, c'est véritablement la colonne vertébrale de la chaussure. C'est la seule partie vraiment métallique qui va donner en fait de la structure pour pas que la chaussure s'affaisse complètement. Parce que si on n'a que de l'organique, en l'occurrence, donc un talon en cuir, la semelle en cuir et toute la tige en cuir, avec du liège et des parties en bois, il va falloir quelque chose de métallique pour tenir la chaussure, pour lui donner de la structure. Exactement. Et le cambrion, ça sert à ça. Et c'est fondamental quand même. C'est fondamental. En effet, ça peut sonner dans les aéroports, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est un peu un jeu. À chaque fois que je fais un nouveau prototype, je passe une portique pour voir si, c'est pas vrai. Voir si ça passe ou ça passe pas. D'accord. Franchement, une fois sur 3, ça sonne. Donc, c'est assez irrégulier. Donc, c'est une bonne façon de tester nos aéroports. Mais voilà, le cambrion, il sert à ça. Alors, le débat en bois ou en métal, nous, on a choisi métal. Pour la simple raison que je trouve ça plus solide. Et il n'y a pas de putréfaction, jamais. D'accord. Et donc ça suffit. Après le bois, il y a peut-être des gens qui préfèrent, c'est plus noble, les bottiers et autres. Mais encore une fois, nous, on ne se considère pas comme bottiers, on est des chausseurs. On a pour objectif de faire des chaussures de meilleure qualité possible dans nos standards de production et de chausser en fin de compte le maximum de personnes pour en fait contribuer à l'élégance de ce monde. C'est chaque fois ce qu'on le dit. Voilà, c'est chaque fois ce qu'on dit. Et ça, c'est important. Alors, il y a une machine qui te fascine, que j'aime bien moi aussi. Alors, ce n'est pas la machine qui fait du massage, parce que oui, mesdames, messieurs, il y a une machine qui masse le cuir de vos souliers. Et on va vous montrer. Et d'ailleurs, c'est une étape que beaucoup de manufactures ont tendance à oublier. C'est pour montrer qu'on est vraiment, là encore une fois, au cœur d'une chaussure, comment elle devrait être faite. Mais c'est cette machine qui, en fait, devant nous, la chaussure, d'un seul coup, naît. C'est-à-dire qu'elle prend forme d'un seul coup. Explique-nous cette machine où on met donc la tige sur une forme et d'un seul coup, on a l'impression de voir une chaussure naître devant nos yeux. Raconte-nous comment ça fonctionne et on va vous montrer les images. C'est la machine de mise en forme. Alors, il n'y a pas de nom particulier, mais vous allez voir les images, c'est très impressionnant. On passe en fait du 2D au 3D. D'accord. On a la tige qui est plate. Alors, il y a quand même il y a la tige, il y a la doublure. On a fait des coutures, donc on a déjà posé le contrefort à l'arrière et le bodier en l'occurrence. Et là, on va arriver avec la forme. La forme, c'est cette partie jaune aussi, on va vous les montrer. On met, en fin de compte, la tige. Et une machine va arriver et elle va tirer sur plusieurs parties d'un coup pour mettre en forme, pour mouler magique, complètement. Visuellement, c'est très satisfaisant. Et on passe effectivement du 2D au 3D, d'une certaine façon. Ça, effectivement, à l'époque, c'était fait, c'est ce que vous voyez dans les vidéos où c'est fait en fait à la main. On voit le bottier qui tire avec un marteau comme ça, épuisant. C'est juste pas possible en fait à faire. Enfin, en tout cas, là, vous savez, on parle de 1400 paires par exemple de souliers à faire pour cette opération spécifiquement. Vous imaginez à la main, c'est un travail. Ce serait des années presque de boulot. Mais donc effectivement, cette machine est géniale. Mais c'est une machine qui a plus de 50 ans, plus que ça. De toute façon, toutes les machines Goodyear, toutes les machines de toute cette production-là qu'on voit aujourd'hui, c'est les mêmes depuis toujours, je veux dire, depuis que le Goodyear a été inventé. Exactement. Exactement. Donc, pourquoi tu veux me montrer ça? Je te montre parce qu'une fois qu'on a fait la mise en forme à la machine, il n'est pas du tout exclu qu'avec cet outil, il vient rectifier, il vient la corriger. Donc, il y a encore des... Voilà, ça c'est un bon exemple justement qu'on est entre deux mondes. Moi, j'ai vu ça chez mon grand-père. Voilà. Mon grand-père était bottier à la main et il avait ce genre d'outils. Et c'est des outils très, très particuliers, très spéciaux. Etc. Alors maintenant, passons au massage. Parce que alors là, j'avais jamais vu, moi personnellement, j'ai visité beaucoup d'usines de souliers dans ma vie, beaucoup de manufactures. Je n'aime pas le mot usine parce que c'est un mot un peu qu'on utilise par facilité. Mais c'est vraiment une manufacture, c'est-à-dire qu'il vient aider la main de l'homme à produire plus vite. En fait, on pourrait dire ça comme ça, et de manière plus précise. Là où la machine est plus précise que la main, on a choisi la machine. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais c'est vraiment la notion de manufacture. Et moi, j'en ai visité beaucoup, et j'avais jamais vu une machine qui massait mes souliers. Alors ça, je trouve ça vraiment incroyable. Raconte-nous ce que c'est. En fait, elle masse... Donc, on va vous montrer les images. Vous allez voir les images, parce que c'est difficile à comprendre comme ça. Mais on retourne la chaussure, et donc elle va masser la semelle. C'est 100 talons, donc c'est 2 rouleaux. Ils vont masser sur les côtés et sur l'avant, en fin de compte, la semelle. Pourquoi? Là, justement, on met en relief le fameux cambrion.
qui est là. Montre-le à ta caméra, tiens. Voilà. On met en relief le cambrier, on le voit bien ici. Et aussi quelque chose d'important dans une chaussure. Une chaussure en fin de compte correctement faite et correctement équilibrée, il faut que ces parties-là, là, sur le côté, soient plus hautes que celles du milieu. En gros, qui est un relief ici, voilà, qui est une courbe en fait. Et cette courbe-là va permettre à la chaussure ou à la semelle de s'user ici, en fait, plus vite que là où il y a la trépointe sous gravure. On en parlera après, la couture sous gravure fermée, parce que les chaussures, en fin de compte, ne peuvent pas être plates complètement droites. Si elles sont complètement droites, vous allez user à fond ces deux côtés et le milieu pas suffisamment. Alors que là, on donne justement cette courbe. Voilà. Alors là, on va rester sur cette image parce que ça m'arrange bien. Là, avec cette image-là, on peut parler de gravure. On peut parler du petit wood pegging, des petites chevilles bois ici. Et on peut aussi parler des petites chevilles en laiton. C'est ça qu'on met ici. Mais parlons d'abord de cette fameuse couture sous gravure. Alors ça, c'est quelque chose, ne vous enfuyez pas, on va vous expliquer ce que c'est. Vous avez peut-être vu des souliers déjà, d'autres souliers, d'autres maisons, où vous voyez la couture en fait. La couture est apparente. Alors ça ne veut pas dire que nous, on la cache. Alors d'une certaine manière, on la cache, mais c'est esthétique d'abord pour que ça soit plus joli en dessous. Et petit à petit, vous allez voir, après, je ne sais pas, une cinquantaine de ports, peut-être vous allez voir la couture qui va réapparaître. Mais nous, on préfère faire le montage donc sous gravure et on va vous expliquer donc comment ça se passe avec des images et explique-nous et raconte-nous ce qu'on est en train de voir. Alors nous, on a fait le choix effectivement de la faire sous gravure, donc on verra les images. Donc on a quelqu'un qui va ouvrir effectivement cette semelle. On va ouvrir en plus, plier effectivement cette semelle-là et on va coudre la fameuse couture petit point, celle-ci, on n'en a pas encore parlé, mais on en parlera. Et après, on va rabattre, en fin de compte, ça, encore une fois à la main, cette partie-là, pour la cacher. Et en fin de compte, pourquoi justement? Juste pour la protéger. L'idée, c'est, dans les premiers ports, le but, c'est que ça soit le plus protégé possible, qu'on ne marche pas sur la couture directement. On a beau avoir le relief qui est ici, c'est encore mieux de pouvoir la cacher pour protéger la couture. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas vita aeternam, c'est-à-dire que ça va bouger, ça va onduler, ça va s'enlever. Pareil pour les petits clous en laiton, ici, c'est la même chose. On va vous montrer comment ils sont. Voilà. Bon, en fait, c'est relativement simple. C'est très joli, moi je trouve ça très beau, mais ça ne remplace pas un fer. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que ça va sauter petit à petit. Tout à fait. En fait, c'est pour protéger la couture pendant les premiers ports, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, et c'est à peu près le cas de tout le monde, après... ça dépend des démarches, mais on a des démarches où le talon est plus usé que l'avant, ça dépend comment on déroule le pied. Voilà, bon, moi, je suis l'inverse, j'use beaucoup plus l'avant que l'arrière. C'est important, effectivement. Donc, il y a des gens qui usent plus le talon et d'autres qui usent plus le bout, tout simplement. Oui, et le talon, il est équipé puisqu'il a ce qu'on appelle le bon bout, donc c'est qui va amortir en gomme. Donc là, puis ça change autant qu'on veut. Je veux dire, un talon, c'est pas très compliqué à changer quand il est bien fait. L'avant, il y a quand même moins de marge. Donc cette marge-là, il va falloir quand même la protéger un maximum avant de mettre le fameux fer. D'ailleurs, vous pouvez laisser une chaussure sans patins, si vous voulez, si vous êtes contre les patins, c'est encore un autre débat. Mais je recommande toujours au moins de mettre un fer. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est ça qui sert à ça. Bien sûr. Donc une autre opération qu'on a filmée ce matin, qui est donc le travail des... Ça fait partie du piquage, on peut dire ça comme ça. Le travail sur la lanière, la couture de la lanière, on peut dire que ça fait partie du travail de piqueuse. Piqueuse, couture, oui, bien sûr. Couture, voilà. Donc on va vous montrer les images. Vous voyez cette petite lanière-là, il y a des lignes de couture. C'est très précis, c'est assez joli. C'est des machines qui sont actionnées au pied encore. J'ai vu ça ce matin, c'est assez étonnant. C'est pas une machine... Alors, il doit y avoir de l'électricité quelque part, mais elle est vraiment... Elle maîtrise la vitesse de l'aiguille avec son pied, tout simplement, pour avoir une couture extrêmement nette. C'est du travail de précision. Donc ça veut dire, dans ce genre de manufacture, on a à la fois des travaux un peu de force, des travaux qui demandent un peu de biceps, avec bien sûr l'aide d'une machine, mais aussi des choses extrêmement délicates. C'est pour ça que l'industrie de la chaussure a toujours été pour moi fascinante. Parce que c'est vraiment... Il y a des dizaines et des dizaines de gestes différents qui vont du geste de pure force à un geste de pure délicatesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime par-dessus tout. Et donc, petite délicatesse supplémentaire qui se voit sur les semelles de cette collaboration, et sur les semelles de toute 7e largeur, tu fais toujours ça. Tu mets des petits, on dit pegs, je sais pas comment on dit, des petites chevilles bois. Exactement. Des chevilles en bois. Des chevilles en bois, Voilà. On va vous montrer ce que c'est. Donc c'est assez joli. C'est une petite machine qui vient insérer des petites chevilles bois. Alors moi j'ai vu des chaussures entières faites chevilles bois. Alors ça c'était vraiment à une certaine époque. Je crois qu'il y a encore un bottier. Si je ne me dis pas de bêtises, il me semble qu'il est en Slovaquie, mais j'en suis pas sûr. On va vérifier.
qui fait encore des souliers intégralement chevillés bois. Mais bon, c'est un tout petit peu, c'est autre chose. Là, vous attendez votre paire de souliers pendant 1 an et demi. Mais c'est très joli, le geste est très très beau et c'est très intéressant. Et alors, il y a quelque chose que je veux vous montrer. Pour tout vous dire, je flippais un peu ce matin parce que vous savez, il y a quand même quelques machines dans une manufacture de souliers. D'abord, qui sont très impressionnantes, mais dont certaines sont même un tout petit peu, alors pas dangereuses, mais potentiellement, on se rend compte quand même qu'il faut faire super gaffe. Et c'est notamment le cas pour les machines qui vont faire ce qu'on appelle les lisses, c'est-à-dire qui vont fraiser le côté du soulier pour qu'il soit harmonieux. Et donc, raconte-nous cette machine qu'on va vous montrer. Enfin, il n'y a pas grand-chose à raconter, je pense que ça parle de lui-même, mais raconte-nous quand même cette machine. Et tu m'as dit, cette machine, il faut vraiment une main experte pour ça. Alors, c'est la machine, en fait, compte qui va permettre de lisser la lisse. Alors, je ne sais pas comment le dire différemment. Lisser le côté, en fait. Voilà, ça s'appelle une lisse, effectivement. Et alors, il y a différentes manières de le faire. On peut faire une lisse ronde, on peut faire une lisse avec 2 bourrelets autour, on peut faire une lisse lisse. Oui. Ou lisse carrée et ronde à l'intérieur et carrée à l'extérieur. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. La seule chose qu'il faut se faire, c'est juste bien le faire, parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. On a vraiment l'ouvrier qui va passer, on va le voir en vidéo, effectivement, cette lisse-là. Il ne faut pas trembler, il ne faut pas tousser. Et c'est souvent des ouvriers experts qui font ça depuis très longtemps, parce qu'elle est, pour être tout à fait franc, c'est une machine qui est assez dangereuse. Je veux dire, il faut vraiment avoir un vrai savoir-faire pour la maîtriser. Donc ça, c'est des choses, effectivement, qu'on aime bien montrer. C'est juste pour montrer voilà, que beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire est mis dans chaque étape, et dont certaines étapes, là, en l'occurrence, sont cruciales. Voilà. Et on va même sur des étapes esthétiques, qu'on va vous montrer également, puisqu'on va vous montrer la coloration des semelles. Alors celle-ci est pourpre. C'est fait pour nous, exactement pour nous, parce que normalement, ta semelle chez 7e Largeur est de quelle couleur? C'est une semelle un peu marron avec un peu de vert, on va dire. On a fait un mélange de kaki. D'accord. Et là, on va passer maintenant cette année, donc on l'a inauguré avec la collaboration. Avec nous, je suis en très pourpre, heureux, comme ça. En pourpre, et nous on appelle ça açaï, c'est la couleur de la maison. C'est une couleur bordeaux foncé avec un peu de marron dedans. C'est proche du cordovan, mais avec un peu plus de violet. Et on l'inaugure avec la collaboration qu'on fait ensemble. Je suis très heureux de la commencer. Donc on va vous montrer, c'est joli. Bon, et encore une fois, c'est du travail. Ah oui, il y a quelque chose que j'allais presque oublier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que je suis en train de faire tomber des chaussures. Et vous ne savez pas qu'on a même mis ce matin, pour vos yeux ébahis, des semelles au four. On a littéralement mis des semelles, et en l'occurrence, ce sont les semelles Day-Night. Et on va vous montrer, avant de les coudre et avant de les mettre avec donc, la tige, on va les chauffer dans un four. Alors ça, je ne savais pas. J'avoue, j'en ai visité beaucoup, je ne m'étais pas arrêté sur cette étape-là spécifiquement, mais là, on va chauffer la gomme directement pour qu'elle soit plus souple, j'imagine. Alors, c'est aussi surtout pour que la colle, d'abord, quand on coud une chaussure, on la colle d'abord. On la maintient avec de la colle et on la maintient avec de la force. D'accord. Et après, on coud, ça ne bouge plus. Là, en l'occurrence, on chauffe du coup cette semelle Day-Night et effectivement pour que la colle s'active mieux et on la colle. Et après, on passe effectivement à la couture petit point. Exactement. Voilà. Ça marche comme ça. Ça, c'est vraiment un très bon exemple, encore une fois, du nombre d'étapes de minutie qui est apporté dans cette manufacture que je n'ai jamais vu ailleurs en réalité. Il y a énormément d'étapes précisément pour chaque moment de fabrication de la chaussure. Et ça, c'est très important. On pourrait éviter d'avoir à faire ça. On pourrait simplement coller sans chauffer, mais on va le faire pour bien faire les choses. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi ils ne nous ont pas montré ça dans la chronologie? D'abord, parce que c'est impossible. Parce que c'est une manufacture. Donc, contrairement à, je ne sais pas, une usine avec des lignes, alors il y a certaines manufactures de souliers qui ont des racks, ce qu'on appelle avec des lignes, mais pour faire en sorte que les ouvriers puissent intervenir à différents moments. Mais une ligne complète de A à Z, ça n'existe pas dans le monde de la soulier. Ici, on est sur des montages dits en libre, c'est-à-dire qu'un ouvrier va avoir, je ne sais pas, une vingtaine de paires sur laquelle il va faire la même opération. Puis après, cette paire va aller à un autre ouvrier, mais qui va peut-être le faire 3 jours après. Vous voyez, donc, c'était pas possible. Et en plus, moi, je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus poétique, beaucoup plus vrai, tout simplement. Et l'idée des discussions sur Internet, ce n'est pas de faire des films corporate à la gloire d'une manufacture ou à la gloire d'une marque, c'est juste de vous montrer le cœur du réacteur, de vous montrer vraiment comment ça se fait de manière naturelle, de manière franche. Et je suis très très content qu'on ait pu partager donc avec vous ces coulisses
de cette collaboration que nous avons fait avec 7e largeur. Je ne sais pas quand cette émission va être diffusée, certainement dans pas très longtemps. Là, on est tout début juin, on est la première semaine, allez, on est vers le 10 juin à peu près. C'est-à-dire, je ne sais même pas quelle date on doit être le 9 juin exactement. Et donc peut-être, allez, on va dire fin juin, quelque chose comme ça, ou début juillet, cette émission sera montée. Et donc ça veut dire que pour la grande majorité d'entre vous, et même pour tous, vous n'aurez pas reçu encore vos souliers. Et donc on voulait vous montrer comment on travaillait dessus. Et vous avez vu, on parle de 1400 paires de souliers. Vous nous avez fait confiance pour 1400 paires de souliers. On vous a montré le travail sur 1 ou 2 paires. Vous avez vu ce que ça représente. C'est hallucinant. C'est-à-dire quand on réfléchit un tout petit peu, on voit le nombre de temps qui est nécessaire pour un pied. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, on a 2 pieds pour marcher dans les souliers. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et donc, je vous remercie pour votre patience. Et je remercie Mathieu de nous avoir accueillis dans cet endroit spectaculaire. On vous a emmené dans le petit atelier où on fait la couture du plateau de vos mocassins à la main. On vous a emmené ici dans cette manufacture. Et donc, je voulais remercier Mathieu de nous avoir ouvert les portes de son monde, parce qu'après tout, c'est son monde depuis plus de 15 ans maintenant. Et on a été accueillis formidablement bien ici, dans un lieu où on voit quand même, je ne sais pas, est-ce que c'est cette industrie qui fait ça? Mais les gens qui bossent dans la chaussure en général, ils ont des gueules. Mais c'est vrai, j'avais déjà remarqué ça. C'est peut-être parce qu'il y a certaines opérations qui demandent un peu de force, mais c'est vraiment, il y a des personnalités. Je trouve que c'est... Alors peut-être que c'est parce que cette industrie me plaît plus que les autres et parce que je l'ai découvert plus en profondeur, comme l'industrie tailleur d'ailleurs, alors industrie un peu impropre, comme on va dire ces métiers-là, mais je trouve qu'il y a des gens qui d'abord, et ça se voit également qu'ils ont quand même conscience qu'ils fabriquent des objets un peu particuliers, qui ne fabriquent pas des objets de grande consommation. C'est vraiment des objets qui vont vous accompagner, qui accompagnent les gens. C'est des objets un peu luxueux. Le cuir est une matière noble. Donc, il y a vraiment une ambiance particulière, généralement, dans ce genre d'endroit. Et ici, on l'a retrouvé. Donc, merci Mathieu de nous avoir accueillis ici, dans ton monde, à Almensa, au sud de l'Espagne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. D'ici là, soyez les bons et surtout, chaussez-vous bien. À bientôt les amis. Au revoir.